Bonsoir à tous, merci Luc d'être présent. On espère, on a une petite heure tous ensemble, on va pouvoir parler de plein de choses, plein de sujets sur l'IA, sur votre parcours aussi. Et voilà, j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette conférence. Donc on est parti. On est parti. Luc, vous étiez étudiant ici, il me semble. Il y a longtemps. Quelques petits mots sur vos études ici, un souvenir, peut-être le premier. C'était chouette, c'était quand il y avait toujours de l'amiante. Donc on s'est bien fait amianter. Non, c'était chouette, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un DUG, je sais pas si ça existe encore les DUG. Ouais, ça existe encore les DUG, non. Donc j'ai fait un DUG de maths, j'ai fait une licence de maths, j'ai fait une maîtrise de maths, j'ai fait un DEA, ça je sais que ça n'existe plus, un DEA d'informatique et de mathématiques. Ça n'existe plus, et c'était le premier DEA où on faisait de l'intelligence artificielle. Donc c'était il y a très longtemps, hein. C'était à la fin des années 80. Vous n'étiez pas né. Non, effectivement. Donc vous avez fait JUSU, vous avez aussi fait un PhD à Télécom Paris. Télécom Paris après ça. Donc un PhD en reconnaissance des signaux humains. Donc c'était en signal, donc c'était un peu de maths et beaucoup d'IA, parce qu'il fallait reconnaître les trucs. La première question qui me vient, aujourd'hui on parle tous les jours de l'IA, que ce soit avec ChatGPT, que ce soit dans nos quotidiens. Ouais, c'est chiant. À l'époque, faire des études dans ce domaine-là, c'est quoi? On est un extraterrestre? Ouais, ça n'existait pas. Donc le premier, c'était de l'autre côté, hein, c'était en 55. On avait Monsieur Ganassia, qui est toujours prof ici, prof honoraire, il a pris sa retraite l'année dernière. C'était le premier prof d'IA en France. Et donc, il donnait des cours d'IA. C'était effectivement quelque chose, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et donc, lui, il est philosophe en même temps. Donc, ça va bien ensemble, en fait, l'IA et la philosophie. Et voilà, donc, on a appris ce que c'était que le machine learning, parce que déjà dans les années 80, on pouvait faire du machine learning. Et puis on a appris quand même aussi ce que c'était que les trucs d'avant, parce que l'intelligence artificielle a commencé officiellement en 1956 quand même, hein, donc ça faisait un petit moment, mais on l'enseignait pas. On l'apprenait sur le tas, et les systèmes experts, qui étaient vraiment le truc qui était à la mode dans les années, on va dire, 60, 70, 80, 90 aussi. C'était des IA logiques. Donc on parlait plus de logique que d'IA, mais c'était des armes de décision globalement. Hein. Alors voilà, c'était avant. Mais c'est vrai que les premières IA qu'on apprenait ici avec Ganassia, c'était les premières IA de machine learning, donc avec les réseaux de neurones, les réseaux de Cohen. Vous savez pas ce que c'est, ça sert à rien. Et puis voilà, donc c'était chouette. Donc après Jussieu, il y a le CNRS. Télécom Paris. Télécom Paris, le CNRS. C'était dans le labo du CNRS de Télécom Paris, l'URA 820 du CNRS. Je ne suis pas resté très très longtemps parce que je voulais être chercheur au CNRS. Enfin, je disais depuis que j'étais petit que je voulais être trouveur au CNRS. Et j'étais déçu. J'étais très déçu en fait par l'ambiance. C'était à l'époque, hein, donc il ne faut pas se formaliser, c'était il y a 35 ans. C'était pas exactement ce que j'avais pensé que ça allait être. C'est-à-dire qu'on m'a interdit globalement à collaborer avec d'autres gens du CNRS. Et ça m'a emmerdé profondément. Parce que pour moi, la recherche, c'est collaborer. Et donc, quand on m'a interdit ça, je me suis cassé. Et je suis parti au MIT. Aux États-Unis, du coup. Voilà, Boston. Alors, Boston, c'est sympa, hein, c'était au mois de juin. C'était sympa le mois de juin à Boston. Par contre, le mois d'octobre, c'était moins sympa. Il faisait plus frais. Donc, je suis de Toulouse, hein, donc 40 degrés, j'aime bien. Moins 40 degrés, j'aime moins. Et donc, je suis parti de Boston. J'ai quitté la MIT pour aller à Stanford. Voilà. Bon, j'ai du bol, hein, parce qu'on m'a pris à chaque fois. Mais c'est parce que j'étais gentil. C'est quoi la première différence qu'il y a quand on s'envole pour les États-Unis entre les études, la recherche française,
la recherche américaine, les études américaines, c'est quoi le premier facteur qui est peut-être le plus choquant quand on Déjà, fait ils des parlent cas? anglais, Ouais. ouais, ce qui n'était pas le cas pour moi. Donc c'était un peu compliqué. Donc Maintenant, vous parlez tous anglais couramment, donc c'est bien. vous faisiez de la recherche en IA en français du coup, en Ouais. France. Ouais, ouais. On faisait en français, tout en français, les articles en français, tout en français. Bon, j'avais écrit 2 articles en anglais, hein, j'avais rien compris à ce que j'écrivais, mais c'est pour ça que j'ai pu aller au MIT à Stanford, hein, sinon j'aurais pas pu y aller. Mais voilà, donc bon, blague à part, non, ce qui était remarquable, c'était justement cet esprit de coopération que j'ai trouvé immédiatement au MIT d'abord. J'étais au Media Lab. Media Lab, c'était un endroit où il y avait plein de gens différents, des domaines différents. Donc ça, c'était super intéressant. Et bon, je ne suis pas resté trop longtemps, comme j'ai dit, parce qu'il faisait trop frais. Mais quand je suis arrivé à Stanford, c'est là où j'ai vraiment trouvé le vrai esprit de collaboration. J'étais anti-américain de base, en fait. Les États-Unis ne m'attiraient pas du tout, hein, à part pour ces noms d'endroits. Pour un informaticien, c'était quand même sympa. Mais ça ne m'attirait pas, a priori, parce que pour moi, c'était le capitalisme, l'égoïsme, enfin tout ce que je n'aimais pas, a priori. Et j'ai découvert la Silicon Valley comme un endroit où justement la coopération était un truc extraordinaire et c'était un truc dans la culture de cet endroit, qui en fait venait de l'histoire de cet endroit qui est l'histoire de la rue vers l'or en fait. Hein, donc en 1849, quand ils sont arrivés pour chercher les pépites, c'était des gens du monde entier qui sont venus pour coopérer, pour collaborer, pour chercher les pépites. Et bon, ils en ont trouvé ou pas, mais bon, il y a ce multiculturalisme qui était très intéressant et qui est resté depuis. Et dans les années 40, 1940 cette fois-ci, quand la Silicon Valley a été créée, enfin, quand on a commencé à faire du silicone, donc cette fois-ci c'était la recherche du hardware, quoi, en quelque sorte, et puis après on est passé au software, et puis on est passé à Internet, et puis on est passé au mobile, et puis il y a même eu le metaverse pour quelques mois. Donc on a fait plein de choses depuis. Et à chaque fois, c'est chercher les pépites, et donc c'est les gens qui viennent du monde entier et qui viennent collaborer, s'aider, apporter leur propre prisme sur comment voir les choses et comment leur propre culture et leur propre éducation. Et c'est ça qui est très impressionnant en fait là-bas. Et c'est pour ça que j'y suis collé depuis 32 ans. Vous vivez encore là-bas, c'est ça? Ouais. C'est quoi là? Est-ce qu'en France on a un équivalent de la Silicon Valley réellement? Parce que souvent on fait les comparatifs. Malheureusement, j'ai dit malheureusement parce qu'on ne peut pas décréter une Silicon Valley. On avait en 1966, vous n'étiez pas né non plus, mais en 1966, on a décrété une Silicon Valley à Sophia Antipolis. Donc on a dit, ça sera la Silicon Valley. C'était le sénateur Lafitte qui s'appelait, qui avait décidé d'appeler ça comme ça. Et bon, on voit aujourd'hui comment c'est, hein, c'est pas vraiment la Silicon Valley. Et puis là, depuis une dizaine d'années, on a décidé que la Silicon Valley, c'était le plateau de Saclay. Et le plateau de Saclay, alors moi je suis énervé en fait contre le plateau de Saclay, donc je ne vais pas dire trop de mal parce que si vous y allez, on ne sait jamais. Mais il n'y a pas de bistrot déjà, enfin il n'y avait pas de bistrot, donc quand il n'y a pas de bistrot, c'est pas bien. Et pas de métro non plus, enfin bon, il n'y a rien quoi, en fait. Et donc on a décrété que c'était la Silicon Valley française, on a mis les grandes écoles là-bas, on a mis plein de trucs là-bas, des boîtes sont obligées d'aller là-bas, tout le monde est obligé d'aller là-bas. Et c'est ridicule, parce que il y a une différence essentielle, je vous parlais du multiculturalisme. Il y a deux chiffres à comprendre, à connaître en fait. Le chiffre de pourcentage d'ingénieurs américains dans la Silicon Valley. Pourcentage d'ingénieurs américains dans la Silicon Valley. Il est faible? Donne-moi un chiffre. Je dirais 20%. Pas exagéré quand même, Non. on est aux États-Unis, merde. Surtout en ce moment là, avec Trump, ça remonte. Mais bon, pourcentage d'ingénieurs américains dans la Silicon Valley, 32%. 68% d'étrangers. Pourcentage d'ingénieurs français à Saclay, 80%, 90%? 92%. Ah oui. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Donc la Silicon Valley, et ensuite, moi je me suis pris quelques notes. Il y a plusieurs aventures. Il y a la création de Siri International.
donc dans la Silicon Valley, c'est ça? C'était un SRI International, Stanford Research Institute, ça j'ai pas créé. C'était quelque chose qui était le labo de recherche de Stanford qui ressemblait le plus au CNRS. C'était un labo dans lequel il y avait 3000 chercheurs de domaines différents, donc c'était super sympa. Donc c'était rattaché à Stanford, ça s'appelait SRI International. Et c'est là où, au bout de quelques mois, en fait, on m'a filé mon labo. On m'a dit, avec mon ami Adam Shire, avec qui je travaillais, qui était arrivé en même temps que moi là-bas, ils nous ont dit, vous êtes des tarés, vous travaillez comme des cons en permanence, est-ce que vous voulez faire votre labo? Alors moi, j'ai pas compris en fait au début ce qu'on me disait, parce que pour moi, j'avais la hiérarchie normale du CNRS, un chercheur 1, un chercheur 2, directeur 1, directeur 2, directeur hors cadre. Et moi, j'étais même pas chercheur 1, quoi. Et on me dit, tu vas diriger ton labo, tu vas faire ton labo. Pas compris. Mais bon, j'ai fait. Je l'ai appelé CHIC, Computer Human Interaction Center, parce que c'était chic, c'était très français, j'aimais bien. Et puis, donc, là-dedans, on a fait effectivement des trucs. On a fait 9 projets, des projets... premier frigo connecté, super intéressant. Première voiture connectée, plein de premières. On se battait avec le MIT. Et puis, pour mettre la colle de tout ça, il fallait parler à ces objets. Et pour parler à ces objets, on a créé un truc qu'on appelait The Assistant. Et The Assistant, c'est ce qui, 14 ans plus tard, est devenu Siri. Comment, quand on rentre dans un labo, quand on a un labo comme vous, on fait des frigos connectés, on les fait parler entre eux, comment on se dit... On est débile. On est débile, on va faire des trucs. Alors, il faut remonter à la genèse des trucs, c'est que moi, je fais de... Enfin, quand j'étais petit, que je voulais être le trouveur, je voulais trouver des trucs pour les vrais gens. Pour moi, c'est important, les vrais gens. C'est les vrais gens, c'est qui? C'est les gens qui vont utiliser la technologie, mais sans savoir qu'ils utilisent la technologie. Et pour ça, on fait des machins qui vont être plus ou moins naturels, avec des interfaces naturelles, des interfaces aux machines naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'interface. C'est-à-dire qu'on va utiliser le langage normal qu'on utilise tous les jours entre nous, donc les gestes, la parole. Et donc on va faire en sorte que ces machines comprennent ces trucs-là. Et donc après on cherche des choses de la vie de tous les jours où on pourrait appliquer, donc mettre ça en application. Et dans la vie de tous les jours, il y a la voiture, il y a le frigo, on a fait un four aussi, un four connecté, enfin on a fait une télé connectée, enfin on a fait plein d'objets de la vie de tous les jours connectés. Moi, quand j'avais 9 ans, j'ai fait mon premier robot. C'était un robot qui faisait mon lit. Parce que j'aimais pas faire mon lit, et donc j'ai voulu faire un robot pour faire mon lit, ça n'a pas marché. Hein. Mais bon, j'ai essayé de faire un robot qui faisait mon lit. Donc c'était pour les vrais gens, j'étais un vrai gens. Je voulais faire mon lit, j'ai fait un robot. Parce que pour vous, il y a une réelle différence du coup entre les personnes qui ont ce côté geek, qui vont aller utiliser par exemple un téléphone jusqu'au bout de ses capacités, et la masse totale qui va gens, juste... Encore une fois, les vrais gens, ils n'ont pas envie d'apprendre des trucs compliqués. Donc c'est pas la peine de leur faire des trucs. Les trucs de geek, c'est rigolo. Moi, je suis un geek. Évidemment, j'adore faire des trucs compliqués, aller chercher faire de l'assembleur, des machins, des trucs qui n'existent pas. Aller casser des systèmes, faire du piratage, machin. Bon, c'est rigolo tout ça. Mais c'est pas ce que font les vrais gens. Donc les vrais gens, il faut leur filer une bagnole qui va pas conduire toute seule, ça on verra, mais qui va être facile à utiliser. On va leur filer un frigo qui va commander automatiquement les trucs qui manquent pour faire des recettes qui sont les recettes que le frigo sait que tu aimes bien. Donc des choses comme ça, enfin des trucs idiots. Et donc nous, on a fait plein de systèmes qui étaient des systèmes qui n'avaient aucun sens à l'époque, parce que c'était pas possible. Mais quand on innove, quand on fait l'innovation, c'est ce qu'on faisait, on faisait des trucs qui n'existaient pas. On crée des systèmes qu'on croit qui vont être utiles pour les vrais gens. Le frigo connecté, par exemple, il était fabuleux, ce frigo. En fait, c'était tout un écosystème qu'on avait créé parce que le frigo parlait à la voiture, il parlait au four, enfin, il parlait à tout le monde, il parlait à moi, évidemment. Mais ce frigo, il avait un écran, évidemment. L'endroit où il y avait le congélateur, là, tu vois, il avait un écran. Et sur l'écran, là on est en 1996. 1996, Internet vient à peine d'arriver. Tu avais sur l'écran
la possibilité c'était un touchscreen, et on pouvait lui demander de faire des recettes en partir de ce qu'il y avait dans le frigo, parce qu'il y avait une caméra, et puis il y avait une espèce de lecteur RFID dans le truc pour savoir ce qu'il y avait dans le frigo. Et donc, on savait ce qu'il y avait dans le frigo. On pouvait commander directement des recettes à Webvan, c'est un truc qui n'existe plus, mais qui était le premier service de course d'épicerie online en 1996. Et voilà, donc on avait connecté tout ça. Et on faisait ces systèmes super compliqués, en fait, les systèmes eux-mêmes. Mais pour l'utilisateur, c'était super simple. Et ça marchait? Ouais, tous les prototypes en fait, qu'on a fait, le frigo connecté, la voiture connectée était fabuleuse. Donc il a reçu un message du frigo. Le frigo lui disait il n'y a plus de lait. Et là, c'était un système de réalité augmentée. Donc on avait fait la réalité augmentée aussi. Hein. C'était en quelle année? En 1996. Et donc la réalité augmentée, c'était ton windshield, ton pare-brise, qui donc recevait le message du frigo. On affichait sur le pare-brise en surimpression du monde, donc en 3D, là où il y avait les grocery stores, les épiceries. Et donc avec ton doigt, tu pouvais sélectionner sur le pare-brise celui où tu voulais aller et te guider. En 1996, il n'y a pas de GPS. Le GPS n'existe pas, c'est seulement pour les militaires. Donc, je veux dire, on ne peut même pas imaginer. Et là, vous allez me dire, bon, le mec, il délire, il dit n'importe quoi. Oui, alors, vous pouvez toujours dire ça, mais vous allez voir un petit reportage de la BBC de 1996 qui montre tous ces trucs-là. Ils ont fait un reportage assez rigolo où on me voit en train de conduire ma bagnole, recevoir les trucs du frigo, jouer avec le frigo, jouer avec le four, jouer avec la télé, enfin, etc. etc. Et donc, toutes ces inventions, ces prototypes que vous lancez, il y en a un au milieu, vous l'avez évoqué, The Assistant, qui deviendra plus tard Siri. Ouais. Comment l'histoire, elle se passe que ça soit vous, on se dit, on va créer un assistant qui va répondre à tous nos problèmes? Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il fallait une colle. Parce que la colle, c'est quoi? C'est que tous ces objets qui sont des objets intelligents, donc ils font des trucs intelligents, il faut que je leur parle, il faut que je leur donne des commandes, il faut que je leur dise des trucs. Donc on est obligé de... Les reconnaissances de la parole existaient. Mais là, il fallait qu'en plus, ils puissent réagir, on puisse avoir un dialogue avec ce truc. Donc l'idée, c'était de faire un machin à qui je pouvais parler, mais avec qui je pouvais avoir un dialogue pour faire les fonctions spécifiques à chacun de ces objets auxquels on allait s'adresser. Donc, c'était plus compliqué que juste un reconnaisseur de la parole. C'était vraiment un système de dialogue. Donc, il y avait, en plus de la reconnaissance de la parole, il y avait du langage naturel. Donc aujourd'hui, le langage général, on connaît tout ça. Les systèmes d'aujourd'hui, c'était ce qu'on voit aujourd'hui avec les IA génératives, c'est l'idée qu'on avait de Siri dans les années 90. Ah mais non, on ne l'a pas réalisé comme ça. Vous utilisez peut-être Siri ou pas, mais Siri, encore aujourd'hui, c'est un truc mono-requête. Tu te demandes un truc, il te répond, point. Et dans les systèmes de dialogue d'aujourd'hui, ChatGPT, par exemple, n'importe quel chat, tu rentres dans une conversation et tu peux avoir multi-turn, on dit donc autant de turns que tu veux. Donc aujourd'hui, c'est super facile. Pourquoi Apple ne l'a pas encore fait? Bon, ça c'est une question, mais on y reviendra peut-être. On y viendra, oui, puisque on va parler de l'avenir du vocal, parce que vous parlez des gens normaux, classiques, qui utilisent... Pas normaux, les vrais gens. Les vrais gens. Les vrais gens. Du coup, comment ça se passe? Vous créez The Assistant, qu'est-ce qui se passe? C'est Steve Jobs qui vous appelle et qui dit on veut l'intégrer dans l'iPhone? Là, on est dans les années 90. 97, on dépose les premiers brevets. Les brevets mettent du temps à arriver et tout ça. Bon, les brevets arrivent dans les années 2000. Mais donc, on a ce truc-là, donc, qui est un machin de labo. D'accord? Donc, c'est des démonstrations de laboratoire. Ça, c'est pendant les années de recherche. Donc, j'ai fait mes années de recherche dans les années 90, de 90 à 99, puisque j'arrête en 99, je sors de SRI, et je décide de faire 10 ans de start-up. Parce que j'ai décidé, depuis le départ, de faire des périodes de 10 ans. Et donc, dans la Silicon Valley, tu fais des start-up parce que tu dois devenir riche, sinon c'est pas rigolo. Donc tu fais des start-up ou pour te ruiner ou pour devenir riche. Et donc, je crée un incubateur de start-up, et on crée des start-up pendant 10 ans. Mais les start-up que je crée, c'est des start-up qui n'ont rien à voir avec Siri, qui n'ont rien à voir avec
C'est une sorte d'objets connectés en général. On a fait des premières mondiales, mais bon, on s'en fout, on va passer là-dessus. Mais ce que vous faites aujourd'hui, quand vous regardez la télé sur vos téléphones, nous, on a fait ça en 2002. C'était impossible. On n'a fait que des trucs impossibles, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est excitant dans l'innovation. C'est qu'on fait des projets où on sait qu'on va échouer. Et des fois, ça marche. Est-ce que c'est des projets qui sont hors du temps à ce moment-là? Bah oui, ils n'ont aucun sens. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, mais justement, on les imagine. C'est ça qui est rigolo. C'est ça l'innovation, la vraie innovation. C'est pas les copier ce que font les X ou Y, on s'en fout. On fait des trucs qui n'existent pas. Et comme j'ai dit, on a 90% d'échecs. C'est le but du jeu, en fait. Parce que quand tu échoues, ça veut dire que tu fais des trucs impossibles. Et donc, bon, voilà. Donc, on a fait plein de trucs impossibles. Donc, en 2002, on fait ce système sur un Nokia 3650 qui me permet de regarder la télé de n'importe où. Et ça n'existait pas, c'était pas possible. C'était physiquement impossible, en fait. Mais on l'a fait. Et donc, bon, aujourd'hui, on regardait tous la télé sur mon téléphone, mais c'est seulement 15 ans plus tard qu'on a pu le faire facilement. Bref, donc j'ai fait des startups qui faisaient ça. Cette startup en particulier, c'est 17 millions d'utilisateurs. Mais c'est 17 millions de geeks par contre là. Parce que même si je voulais faire des trucs pour les vrais gens, cette startup en particulier, c'était tellement compliqué pour mettre en œuvre le machin que c'était les 17 millions de geeks du monde qui l'ont utilisé, mais pas plus. Donc, mais on a eu 17 millions d'utilisateurs. Bref, donc moi je fais des startups. Adam, donc le gars dont je parlais tout à l'heure, lui fait aussi autre chose. Et puis en 2007, il crée une startup qu'il appelle Siri et qui utilise les brevets des années 90. Et puis évidemment, ils développent des machins, ils font des trucs pendant 3 ans. Et en 2010, Steve Jobs voit ça et dit je vais racheter, c'est sympa, c'est rigolo. Et donc Steve Jobs l'achète. Et Adam, au moment où Steve Jobs l'achète, me dit viens chez Apple pour diriger le machin. Et là, moi, j'avais fini ma période, en 2010, j'avais fini ma période de 10 ans de start-up, et j'avais commencé ma période de 10 ans de grosse boîte. Et j'étais chez HP. Chez HP, où j'ai créé les imprimantes connectées, ce qui s'appelle ePrint. Si vous avez des imprimantes HP, c'est ePrint. Donc c'est nous qui avons fait ça en 2010. Et donc la première année, on vend 80 millions d'imprimantes. Et donc je m'éclate, j'ai jamais été dans une grosse boîte en fait. Ça changeait des startups où tu cherches du pognon en permanence et tout ça. Et justement, la transition d'avoir sa propre boîte, sa start-up. Ça change tout, justement. C'est pour ça que ça m'amuse de faire des trucs différents, parce que tu passes de la recherche à des startups. La recherche, tu fais des prototypes, bon, tu fais tester à quelques vrais gens et tout ça, mais tu n'es vraiment jamais en contact avec des vrais gens. Tu fais une startup, tu as 17 millions d'utilisateurs, c'est des vrais gens. Donc même si c'était des geeks, là, en l'occurrence, c'est des vrais gens, mais on avait fait 4 ans de startup qui étaient pour les vrais gens, et là, c'était vraiment pour des trucs qui étaient déployés pour de bon, donc ça, c'était rigolo. Mais les startups, tu cherches du pognon en permanence, tu sais jamais si tu vas pouvoir payer tes gars le lendemain, etc. Donc, au bout d'un moment, c'est fatigant. Et 10 ans de startup, c'était fatigant. Donc, au bout de 10 ans, j'ai dit, je vais faire une grosse boîte. Comme ça, je vais être tranquille. Ils ont plein de pognon, plein de marketing, c'est bien, et puis peut-être qu'ils veulent de moi. Bon, ils ont voulu de moi, j'étais chez HP, donc pourquoi HP? Parce que HP, c'est une boîte historique de la vallée. D'accord, donc c'est sympa. Bref, donc je fais les imprimantes connectées. Et c'est à ce moment-là que Adam m'appelle et me dit Steve, je achète le truc, est-ce que tu veux venir? Je dis mais je viens de commencer chez HP, je suis bien, je suis content, on fait des trucs. Et donc bon, on met un peu de temps à discuter. Et donc je finis par accepter, alors que j'étais anti-Apple pour d'autres raisons. Vous étiez anti-Apple? Oui, j'étais anti-Apple de base. Système fermé, moi je suis open source, machin, enfin plein de trucs qui ne me plaisaient pas. Et en plus de ça, j'avais rencontré Steve Jobs pour la première fois de ma vie en 2003. Et en 2003, dans une des startups dont je ne peux pas dire ce qu'on faisait pour des raisons légales, mais je peux raconter un peu l'histoire. En 2003, donc, on a une démo de ce truc à Steve Jobs. Donc j'étais super excité, on va montrer un truc à Steve Jobs et tout. Et donc on a 1 heure de préparation pour préparer le machin, c'était compliqué, bon bref. Donc on est à One Infinite Loop, c'est le siège original d'Apple. On est là, on prépare tout,
Steve Jobs arrive avec 2 gars. Machin, il s'assied. Puis moi, je commence à lui raconter l'histoire. Oh là, Steve, on fait ça, ta. Je lui truc, bon, on commence la démo. Et puis au bout de 10 minutes, il me regarde, il se lève, il me dit « It's pure shit ». J'ai dit « Merci Steve ». Donc la première rencontre s'est passée moyen, on va dire. Effectivement, ouais. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, « It's pure shit », c'est de la merde. Vous aviez compris. Donc bref, donc du coup, si tu veux, ma première rencontre étant ce qu'elle était. Pas forcément envie de retourner vers Apple. En 2010, je dis, bon, tu vois, Apple, bon. Mais il n'y a pas ce côté où, à cette époque-là, Apple, c'est le fleuron, c'est le leader. Ouais, mais c'est toujours, c'était quand même, il avait relevé le truc, lui, c'est un génie, le gars. D'accord, c'est un génie asocial, tout ce que tu veux, mais c'est un génie quand même. Et donc c'est extraordinaire ce qu'il a fait, parce qu'en fait, depuis, d'ailleurs, c'est pour ça que depuis qu'il est mort, il faut être clair, ça fait 15 ans qu'il ne se passe rien chez Apple. Bref, bon, je mets un peu de temps à me décider, Adam charge la mule, et puis le temps que je sorte proprement et que j'arrive proprement, bon, je reprends quand même les raids de Syrie. Et on fait des trucs, après on développe machin, mais entre-temps, Steve Jobs est mort. Et la vision de ce qu'il avait lui, ses lieutenants ne l'avaient pas. Et donc du coup, on s'est fait chier en fait. Pendant Est-ce que la vision originale, c'est sur l'iPhone 4 qu'on voit apparaître Siri? 4S, ouais, l'iPhone 4S. Donc la vision originale, c'était de mettre plein de services et de faire ce que le Siri original, donc l'assistant original, faisait. L'assistant original, il avait 35 services. D'accord, donc il faisait plein de trucs. Il parlait au frigo, machin, ça, mais il faisait plein de trucs. Donc, du coup. Et Siri, quand il est sorti, avait 5 services. Et aujourd'hui, Siri a 5 services 6. Bon. Donc il ne serait pas passé grand-chose en 15 ans. Bref, mais du coup, on n'a pas pu développer des services parce que la réalité, c'est que Apple veut oui, garder, oui, ils veulent avoir les services. D'accord, ils veulent les garder. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Maps, par exemple. C'est pour ça qu'ils font des trucs comme ça. Oui, ils créent leur écosystème propre. Ils veulent tout contrôler. Et donc, quand on leur a dit, on voudrait pouvoir réserver les billets de cinéma avec Siri, on voudrait réserver des restaurants, on voudrait faire ci, ça, et avoir 35 services. Scott Forstall, qui était devenu mon nouveau patron, m'a dit, non, vous faites rien. Aujourd'hui, ils ont toujours la même approche? Ouais, ça a changé un peu, il faut être clair quand même. Hein. Avec Tim Cook, ils se sont aperçus quand même qu'il fallait un peu ouvrir, donc ils sont un peu plus décontractés. Hein. Donc la réalité, c'est qu'ils sont un peu plus ouverts que ce qu'ils étaient il y a 15 ans. Mais bon, au départ, là, quand Steve Jobs est mort, c'était compliqué. Parce que tous les lieutenants voulaient devenir calife, Apple's calife, et donc ils voulaient marquer leur territoire, donc c'était compliqué. Mais bon, c'est comme ça, nous on s'en foutait un peu, hein, ça s'est bien passé quand même. Hein. Alors, on s'est bien amusé, on a fait des trucs, on a sorti le machin, et puis il y avait, au bout d'1 an, il y avait quand même 300 millions d'utilisateurs. Donc 300 millions d'utilisateurs, tu commences à dire c'est pas mal, aujourd'hui il y en a 500. Donc on peut dire c'est pas trop mal. Est-ce que quand il sort sur l'iPhone, il y a une vraie satisfaction de se dire que tout le monde va pouvoir utiliser ce service, ou on a quand même l'impression que vous étiez un peu bridé au final par Apple? Non, c'était parce que c'était tellement... Enfin, nous, évidemment, on avait l'impression que c'était bridé, parce qu'on n'avait que 5 services, on voulait en mettre plus, et on aurait en mettre plus, mais c'était tellement nouveau que les gens se sont amusés comme des fous avec. D'accord. Et bon, je ne sais pas si vous utilisez Siri aujourd'hui. En général, les gens utilisent seulement 1 ou 2 services, en fait. Oui, la météo. Enfin, voilà, ils demandent la météo, ils mettent la musique, ils mettent les œufs à cuire, ils appellent maman, ils écrivent des SMS. Hein. Donc, globalement, c'est ça. Et chacun a sa propre utilisation avec 1 ou 2 trucs, et c'est tout pour la ligne. Mais bon, il y a quand même 500 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on parle de l'AI, c'est sur toutes les lèvres. On parle de ChatGPT, on parle des modèles, tout le monde l'utilise, son travail à l'école. Est-ce que pour vous, le modèle, c'est quoi le futur de l'IA? C'est le vocal ou c'est l'interface via le téléphone? Ou l'ordinateur, ou n'importe quel support? Là, ce qui est intéressant, je ne vais pas répondre à la question comme ça, mais ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport aux IA précédents, parce que comme j'ai dit, les IA, ça existe depuis 1956, hein, donc ça fait très longtemps que ça existe.
Ce qui est intéressant avec les IA d'aujourd'hui, donc les IA génératives qui sont sorties, donc on va dire en 2022, c'est pas une révolution mathématique, c'est pas une révolution des techniques de l'IA elle-même, c'est que des mathématiques dans lesquelles on met de plus en plus de données. Le machine learning, c'est des données, on crée des modèles, c'est statistique. Le deep learning, on crée des modèles avec un peu plus de données, c'est statistique. L'IA générative, on fait des modèles avec beaucoup de données, c'est statistique. D'accord? Donc, c'est la même chose, c'est une évolution. Par contre, c'est une révolution d'usage à cause d'une chose, c'est le prompt. Ce prompt qui fait que le machine learning, le deep learning, tout le monde ne pouvait pas l'utiliser. Il fallait être informaticien, data scientist, blablabla, pour pouvoir appeler des API, des machins, des trucs compliqués d'informaticien. D'accord? Parce que là, tu as le prompt, tu parles en langage naturel, dans ta langue, comme tu veux, et tu lui demandes n'importe quoi, et il te répond n'importe quoi. D'accord? Ça, c'est... Il faut être clair, il répond souvent n'importe quoi. Et donc, mais c'est super, parce que tu peux avoir ce dialogue maintenant, donc c'est super facile d'utiliser. Donc, la magie de ces IA génératives, c'est le prompt. Maintenant, c'est aussi son problème. Parce que, du coup, comme tout le monde peut utiliser, on fait absolument n'importe quoi avec. Et on peut lui faire des trucs très mauvais. Ces IA sont très fortes. Elles font des trucs fantastiques, mais elles font aussi des trucs tout faux. C'est quoi l'exemple de la chose le plus faux qu'elles font? Par exemple, elles ne sont pas pertinentes. La pertinence des IA est très basse. D'accord? Plus elles sont généralistes, plus la pertinence est basse. Donc quand vous avez, ou même quand vous avez joué depuis 2022 avec OpenAI et autres Gemini, quand vous jouez avec ces trucs-là, vous vous rendez compte que des fois, il y a des trucs qui sont faux. D'accord? Tu demandes des faits sur des trucs vrais, qu'on connaît comme vrais, hein, la biographie de gens qui sont connus. Si tu pousses un peu le truc, ils te répondent des machins faux. D'accord? Mais pas tout le temps, c'est statistique. Mais le problème, c'est que statistiquement, il est faux souvent. Et donc, on dit, et on répète souvent que oui, mais ça va mieux. Ah non, ça va pas mieux en fait, ça va plus mal. Et il y a une étude encore de NewsGuard qui est sortie en août 2025, donc il n'y a même pas un mois, qui montre que la pertinence des IA qui se veulent généralistes descend. C'est de pire en pire. Pourquoi c'est de pire en pire? Ça a du sens en fait que ce soit pire en pire. Parce que comme ces IA produisent des données elles-mêmes, donc c'est des données synthétiques produites par les IA, comme elles racontent des conneries, ces conneries elles se retrouvent dans les prochains modèles. Mais il n'y a pas que les IA qui produisent des données, il y a des données qui viennent de tous les jours de nous, de la météo, de n'importe quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, ça pollue de plus en plus les IA. Et donc on se retrouve avec des pertinences de plus en plus basses. Là, si on devait faire un petit schéma, on en est où sur l'évolution de l'IA et l'humain? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Aujourd'hui, sur l'échelle, on est plus, je sais pas, à 50% de la capacité de l'IA qu'on peut utiliser, ou on est plus à 10%? Déjà, le truc, c'est qu'il ne faut pas comparer. L'IA, l'intelligence artificielle n'a strictement rien à voir avec l'humain. Donc il faut se calmer un tout petit peu. J'entends, oh là là, bientôt les intelligences artificielles, l'intelligence artificielle va être plus forte que nous. Vous êtes convaincu qu'elles resteront toujours... Attends, je vais finir ma phrase déjà. Donc on n'arrête pas de dire, bientôt l'intelligence artificielle va être plus forte que nous. Mais tu veux un scoop? Les intelligences artificielles sont plus fortes que nous, depuis le début. Parce que chaque fois que tu crées une intelligence artificielle, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un outil qui, par définition même de l'outil, est utile. Et dans le domaine particulier pour lequel tu viens de créer cette intelligence artificielle, elle est meilleure que toi. Sinon, ça ne sert à rien. Et en fait, je vais aller encore plus loin. Je vais dire que c'est pas en 1956 que ça a commencé. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, l'humain a créé des systèmes qui sont des systèmes intelligents pour des tâches particulières. 1642, la Pascaline. Pascal invente la Pascaline pour faire des additions et des soustractions. C'est intelligent de faire une addition et une soustraction. Qu'est-ce que tu penses? oui, c'est ouais. utile. C'est surtout intelligent parce que c'est compliqué des fois. Et il faut mettre un peu de jus de cerveau. Parce que la Pascaline, elle faisait des additions et des soustractions à 5 chiffres. 4, 5 chiffres. Si je vous demande combien fait 1742 plus 844, même sans la machine. On sort l'outil. Voilà, donc vous ne l'aurez pas, vous allez me donner des chiffres, il y a 60% de chances que ce que vous me donniez soit faux, et la Pascaline,
vous auriez juste, en 4 secondes, j'aurais été chinois, je t'aurais dit que le boulier était une intelligence artificielle. J'aurais été grec, j'aurais trouvé un système qui faisait des trucs qui avaient l'air intelligents. Bref, tout ça pour dire qu'il faut se calmer un tout petit peu quand on essaye de comparer l'humain avec l'intelligence artificielle, ça ne veut strictement rien dire. Quand on parle d'intelligence artificielle générale, celle que Altman et Musk essayent de nous vendre aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est quoi l'intelligence artificielle générale? Je sais pas. C'est quoi l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Ben ouais. Donc quand tu commences à te poser cette question-là, c'est là où tu vas au cours de philo. Tu vois? Et en cours de philo, on va te dire, il y a 17 types d'intelligence. Et puis il y a les physiologistes, les physiologues, je sais pas comment dire en français, qui vont te dire, il y a 7 types d'intelligence. Il y en a d'autres qui vont dire, il y a 3, et puis il y en a d'autres qui vont dire, il n'y en a qu'une. On n'en sait rien. On ne sait pas ce que c'est l'intelligence. Et je vais vous donner un autre scoop, en fait. Parce que nous, là, nous tous, on est intelligents d'une façon ou d'une autre. D'accord? Et en fait, on n'est pas fait que de ça. C'est pas ça, nous. C'est pas comme ça qu'on se définit. Les philosophes, il y a 200 ans, nous ont aidés, en fait, à nous comprendre. Et qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a décidé qu'on était? On est des machines qui apprennent, d'accord? C'est l'acquis. Mais il y a une autre partie, c'est l'inné. Alors l'acquis, c'est fastoche, d'accord? Parce qu'effectivement, je vais pouvoir apprendre en machine learning. Je vais pouvoir lui apprendre de l'acquis. Et non, parce que c'est du learning. Donc je vais pouvoir lui mettre plein de trucs dans la tronche. Et elle va beaucoup plus qu'à moi. Donc elle va être meilleure que moi. C'est pour ça que les outils vont être meilleurs que moi. Ça, c'est l'acquis. Donc les machines vont être meilleures que moi dans plein de domaines. L'inné. C'est quoi l'inné? C'est intrinsèque. C'est compliqué l'inné. On n'en sait rien. Ça va dépendre. C'est ce qu'on peut appeler la culture, ce qu'on peut appeler l'émotion, ce qu'on peut appeler l'empathie, c'est n'importe quoi. C'est des trucs que tu ne peux pas apprendre parce que c'est intangible. Alors tu peux toujours dire à un moment donné, voilà, j'apprends à la machine à pleurer à un moment donné. Ouais, ok. Mais c'est pas ça. L'inné, c'est quelque chose qui va donner des réflexes, quelque chose qui va donner des trucs que tu ne comprends pas. Des choses que tu vas faire que tu ne sais même pas pourquoi tu vas les faire. Et ça, c'est impossible à apprendre. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'essayer de comparer l'humain avec la machine. La machine n'aura jamais d'inné. Et la machine n'aura jamais d'initiative. La machine n'inventera jamais rien. Elle est juste faite pour répondre à un problème. Pardon ? Elle est juste faite pour répondre à un problème. La machine répondra à ce qu'il y a dans le modèle. Et le modèle, c'est l'acquis. C'est ce qu'on lui a donné à manger. Et elle va te ressortir ce que tu lui as donné à manger. Plus ou moins bien, statistiquement. Elle va donner des trucs des fois vrais, des fois faux. Mais elle va te donner ce qu'il y a dans le modèle. Mais jamais elle va inventer un truc. La machine, jamais, elle aurait été Picasso. Qu'est-ce qu'il a fait Picasso? Qu'est-ce qui s'est passé? Picasso, un jour, il a pété une durite. D'accord? Il faisait des taureaux, des machins, tout ça. Il avait sa période bleue, sa période rouge, machin. Il peignait comme tout le monde, d'accord? Et un jour, il s'est mis à faire des trucs carrés, cubiques. Il a inventé le cubisme. D'accord? Timbré. Tout le monde a dit, mais le mec, il est timbré, il est fou. D'accord? Ben ouais, il est fou. Il a inventé un nouveau truc. Ça n'existait pas. Avant, il créait ses propres machins, mais en imitant plus ou moins les autres. Et d'un coup, il a créé un truc incroyable. Une machine, jamais, elle t'aurait fait du cubisme. Parce qu'elle aurait copié, remâché tous les trucs qui ont été faits avant. Parce qu'elle n'a que l'histoire de ce qui s'est passé avant. D'accord? Donc, la créativité, et c'est un autre truc qui m'horripile, en fait, quand j'entends les gens parler d'IA et puis d'IA générative, j'entends souvent l'IA crée ça. Mais non, l'IA crée rien. Elle recrache. Elle recrache. C'est moi qui crée. Et justement, ce qui est magnifique avec ces IA, et c'est pour ça qu'il faut les louer, il faut les comprendre, c'est que c'est ma créativité qui est exacerbée par l'outil. Moi, je suis nul en dessin. Je suis nullissime. D'accord? Aujourd'hui, je suis super bon en dessin. Pourquoi je suis super bon en dessin? Parce que je peux exprimer par le langage naturel les trucs que j'ai envie de dessiner. Et le truc, il va me pondre des trucs. Si je dis, dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel, l'idée de la vache verte sur la tour Eiffel, c'est une idée débile. D'accord? Mais c'est ma créativité, c'est moi qui l'ai créée. Et le truc, il va me pondre autant de vaches vertes sur la tour Eiffel que je veux, jusqu'à ce qu'il y ait une vache verte sur la tour Eiffel qui me plaise à peu près. D'accord? Mais il ne crée pas. C'est moi qui ai demandé la vache verte sur la tour Eiffel.
Donc aujourd'hui, c'est concrètement l'humain qui détient la clé de l'avancement de l'AI. Ben ouais. Ben, tu sais, donc je prends souvent la définition, je ne sais pas si je vous l'ai donnée parce que comme je répète les trucs 10 fois par jour, je ne m'en rappelle jamais, mais la définition de l'IA, si vraiment je donne l'IA au singulier, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a des outils aussi différents que le marteau, la scie, le tournevis. D'accord? Et donc, le marteau, la scie, le tournevis, c'est moi qui tiens le manche. D'accord? C'est moi qui décide comment j'utilise. C'est moi qui décide. Je peux décider d'utiliser à bon escient, pour porter le coup, ça marche super bien. Je peux décider d'utiliser à mauvais escient pour taper sur la tête. Ça, c'est interdit, mais je peux le faire. D'accord? Vous prenez la métaphore de la boîte à outils. Pour vous, c'est quoi votre conseil pour utiliser cette boîte à outils de la meilleure des manières? Pour la meilleure des manières, il faut l'utiliser. Surtout, il ne faut pas l'interdire. Il faut que tu te tapes sur les doigts avec le marteau à un moment donné. C'est un message à l'éducation, aux profs. C'est souvent le grand débat qu'on a. C'est pas qu'aux profs, c'est continu, c'est la formation continue, c'est pareil. Quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il ne faut surtout pas l'interdire. Il faut juste essayer de le comprendre. On ne comprend pas tout de suite. Il faut s'éduquer sur le machin. Et donc là, en l'occurrence, les profs, oui, ils peuvent nous aider à comprendre que les IA ne sont pas si fortes que ça. Quand elles vont générer des trucs qui sont faux, d'accord? On va pouvoir pointer ça du doigt. Et qu'est-ce que ça veut dire pointer du doigt quelque chose qui est faux ou quelque chose qui est bien? C'est exercer ce qu'on doit faire dans l'éducation, où que ce soit. C'est l'esprit critique. C'est que je comprends maintenant comment le truc marche. Et je vais faire attention. Je ne vais pas faire comme un gros con du TikTok à longueur de journée. Pardon. Et donc, je veux dire, il faut exercer cet esprit critique, ou d'avaler n'importe quoi. Il faut jouer avec les trucs. Mais est-ce que justement, l'accès à la donnée si simplement et si rapidement qu'on l'a aujourd'hui avec ChatGPT, c'est pas un frein à avoir cet esprit critique? Oui, si. Justement, c'est un frein à être intelligent. Et ça, c'est un problème parce qu'on peut devenir des gros cons. C'est ce que vous êtes en train de faire avec TikTok. D'accord? Donc, on devient des gros cons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient des idiots. On est idiots. On crée une société qu'on appelle l'idiocratie. D'accord? On crée une société d'idiots. C'est possible. Et moi, je suis optimiste. Je suis persuadé que vous êtes déjà trop vieux, donc vous savez déjà que vous n'allez pas devenir trop con. Mais les 14-15 ans aujourd'hui, si vous avez des frères et sœurs de 14-15 ans, ils sont dans la merde. D'accord? C'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui ont vu l'avant et l'après de ChatGPT à l'école. Ils sont dans la merde parce qu'ils n'ont pas cet esprit critique. On n'a pas expliqué, on n'a pas encore fait. Ça va se faire. Mais c'est une éducation, c'est du travail. D'accord? Et donc, pour ne pas devenir idiot, il faut travailler. Et le problème, c'est que c'est facile de ne pas travailler. Aujourd'hui, vous êtes tous, vous n'avez pas de voiture, j'imagine, mais vous êtes tous idiots GPS, aujourd'hui. Vous êtes tous idiots GPS. Vous ne savez plus vous orienter, vous ne savez rien. On n'apprend plus le nom des rues. Vous en savez, vous en foutez complètement, vous suivez le truc, là. D'accord? Mais si vous avez envie, vous pourriez être intéressé par le nord, le sud, l'est et l'ouest. D'accord? Donc, c'est à nous de décider. À un moment donné, il faut qu'on se dise vraiment, j'en ai marre d'être l'esclave de ce machin, ça n'a aucun sens. Je veux dire, je veux pas. Je me rends compte qu'il me dit des conneries quand même. Bon, le GPS, il dit pas trop de conneries. Mais les IA, elles disent quand même pas mal de conneries. Et le GPS dit des conneries des fois quand je suis dans un tunnel. Je suis paumé. D'accord? Donc, il faut se cultiver. D'accord? Il faut se cultiver. Et donc, ça veut dire qu'il faut tous devenir informaticiens, data scientists, spécialistes de l'IA. C'est pas ce que ça veut dire. Mais il faut être spécialiste de l'utilisation de son truc à soi, de choisir les outils. On fait des choix qui vont être des choix formateurs de nous-mêmes. Et une autre petite musique que j'entends avec des gens de votre âge, par contre, c'est la musique qui dit j'ai plus besoin de me former parce que l'IA va le faire. Elle va faire des trucs à ma place, j'ai besoin de me former, ça ne sert plus à rien. Et c'est une connerie monumentale, ça. D'accord? Parce que, rappelez-vous, c'est nous qui tenons le manche. C'est nous qui décidons les prochaines IA. Si on ne sait pas tenir le manche. Si tu ne sais pas comment tenir le manche, tu es dans la merde. D'accord? Donc il faut surtout continuer à se former, quelle que soit la formation, en biologie, en boulangerie, en n'importe quoi. On se forme. Et puis après, ces IA vont être des aides, vont me permettre ce que j'appelle l'intelligence augmentée. Mon intelligence va être augmentée par l'outil, parce que l'outil va être meilleur que moi dans certaines pratiques.
de mon métier, de ce que je fais, mais seulement sur certaines tâches. La majorité des trucs, je veux dire, c'est moi qui sais, c'est moi qui vois le truc au fond, c'est moi qui y vais. Non, il n'y a rien, hein. C'est une vue de l'esprit. Oh, c'est métaphore. Et donc, c'est moi qui décide où est mon étoile, tu vois. Et voilà, donc il faut surtout pas s'arrêter de se former. Il faut surtout pas dire que l'IA va le faire à notre place. Nous, on va faire de nouvelles IA. On fera de nouvelles IA, on aidera à faire de nouvelles IA qui nous permettront d'être meilleurs. Et on sera de mieux en mieux. On sera meilleur et meilleur et meilleur. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, hein, en ce moment. En ce moment, on se dit, putain, on est dans la merde, quand même. D'accord ? Mais moi, je suis optimiste et persuadé qu'à un moment donné, il y a un réveil. Et pour ça, je vais vous dire un truc encore débile mental. C'est le siècle des Lumières. Qu'est-ce qui s'est passé au siècle des Lumières ? Au siècle des Lumières, il y avait 2 lumières avant. Dieu et le roi. Il fallait les croire. D'accord ? Et puis il y a des mecs qui se sont mis à douter. Ils ont écrit l'encyclopédie. Ils ont trouvé des trucs qui n'avaient rien à voir avec ce que disaient Dieu et le roi. D'accord ? Ils sont émancipés. Bon, et des fois, ils ont été fatigués, mais il s'est passé des choses. On a appris. Ils ont embarqué des trucs. Puis bon, ça a donné la révolution 100 ans plus tard. Mais je pense qu'on est à l'aube d'un nouveau siècle des Lumières. Alors, ça a l'air bizarre comme ça. Quand tu vois tout le monde sur TikTok, tu te dis, ça va être compliqué. Mais je suis sûr qu'on est à l'aube d'un nouveau siècle des Lumières où on va se réveiller. On va se rendre compte que cette lumière, maintenant, ce qu'il y a aujourd'hui, qui est l'IA, nous trompe. C'est pas vrai, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce on va trouver. Donc c'est une opportunité de se réveiller, de se former, d'investiguer, d'aller chercher, d'aller douter. Le doute, c'est le truc le meilleur qui puisse nous arriver et qui veut nous amener donc à cet esprit critique qui est la loi fondamentale de l'éducation. Si aujourd'hui vous parlez d'intelligence augmentée, si là on se donne rendez-vous dans 10 ans, pour vous c'est quoi votre idéal ? C'est avoir une IA qui m'aide de partout, c'est d'avoir des lunettes qui me permettent de voir mon IA, c'est quoi votre idéal ? Mon idéal, moi, c'est ce que j'ai fabriqué chez moi. D'accord ? C'est un système qui est chez moi, il marche que chez moi. Mais mon idéal aujourd'hui, c'est des objets qui vont faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. D'accord ? Vous avez un exemple ? Ouais, je vais t'en donner tout de suite. Ouais. Mais déjà, bon, dans un de chez moi, j'ai 219 objets connectés. D'accord ? Aujourd'hui, c'est super compliqué en fait de connecter ces objets parce que chacun sont dans leurs propres écosystèmes, machin, tout ça. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on appelait la domotique dans les années 70. Donc c'est toujours assez compliqué de faire le smart home. Mais moi, je l'ai fait parce que je peux casser les trucs et puis j'ai fait ma propre plateforme et tous mes 219 objets se parlent entre eux sur une même plateforme, me parlent à moi, parlent aux membres de ma famille, d'accord ? Et donc c'est un écosystème qui est l'écosystème de la maison. Donc, exemple de ce que je pense qui devrait être l'avenir. On n'est pas obligé. C'est ce que moi je décide, encore une fois. Mais on n'est pas obligé de faire ça, parce qu'il y en a qui vont trouver ça creepy. D'accord ? Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que les trucs bossent pour moi. Parce que fondamentalement, je suis feignant. Mais j'ai fait le système. Donc, je ne suis pas trop feignant quand même. Et donc, j'ai un truc qui s'appelle la aperitif scene. C'est le truc dont je me sers le plus souvent. Aperitif scene, c'est quoi ? Il n'y a personne à la maison, je suis tout seul, et j'arrive. D'accord ? J'arrive avec ma voiture, au moment où j'arrive dans la maison, la porte de garage s'ouvre, jusque-là, c'est fastoche, tac, ça rentre, la porte de garage se ferme, ça déverrouille la porte entre le garage et la maison, très bien, ça enlève l'alarme, très bien. Moi, j'ai rien touché là, je touche rien, pas de bouton, il n'y a pas d'interrupteur chez moi, ça n'existe pas les interrupteurs. Et donc, ma femme me déteste d'ailleurs. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, je rentre dans la maison. Au moment où je rentre dans la maison, les lumières se mettent comme j'ai envie, un peu orangées, machin, parce que j'aime bien les lumières orangées, d'accord, faut pas me faire chier. Donc c'est comme ça. Après, il y a la cheminée qui s'allume. S'il y avait l'aspirateur qui marchait, il va se ranger. Tu vois, ça met la musique qui va bien. Ça, voilà, ça me prépare, ça baisse les volets, machin, ça. Il y a 17 objets qui, en conjonction ensemble, comprennent que c'est l'heure de l'apéritif, là, c'est 19h, pouf, et ça prépare
Ça me prépare pour les faire. Il n'y a personne dans la maison, donc ça prépare comme ça. Et ces 17 objets, donc, ils travaillent pour moi. Et ils sont orchestrés de la façon dont j'ai envie qu'ils s'orchestrent. Et ils ont appris, petit à petit, ils sont intelligents. Alors, ils sont intelligents pour ce qu'ils font, d'accord? Mais ils me permettent, moi, de gagner un temps fou, parce que j'ai pas à aller allumer la cheminée, j'ai pas à descendre les volets, j'ai pas à faire ci, j'ai pas à faire ça, blablabla, d'accord? Et je peux juste m'asseoir et boire un coup. Est-ce que finalement, c'est pas... Parce qu'on parle souvent de choses très compliquées, on va aller révolutionner telle biotech, telle chose. Est-ce qu'au final, c'est pas les petites choses du quotidien qui... C'est pour ça que je fais des trucs pour les vrais gens. Pas la peine de faire des trucs compliqués. Tu vois, un robot qui fait des pizzas, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Vous en avez un? Un robot qui fait des pizzas? Non, j'en ai pas. Mais ça serait chouette. Tu vois, il y en a d'ailleurs, des pizzas, des robots qui font des pizzas qui commencent à arriver ici. Mais non, il y a des trucs bien, des trucs simples. Maintenant, alors, faire la course, comme on voit aujourd'hui, la course à l'intelligence artificielle générative, AGI, comme ils disent dans la vallée, et dépenser des milliards pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, je veux dire, c'est une aberration pour moi. Mais cette course, elle n'est pas forcément pour l'innovation, il y a plus ce côté financier derrière qu'on va aller chercher. C'est exactement ça. Et donc cette course aujourd'hui, elle est complètement ridicule parce qu'elle est complètement dans la finance, d'accord? Et en fait, ils ne peuvent plus s'arrêter. Le problème, c'est que OpenAI, par exemple, si tu veux, Sam Altman, le patron, moi je suis persuadé qu'il ne croit pas fondamentalement à ce qu'il est en train de dire en ce moment, de faire cette course au gigantisme. Je suis persuadé qu'il n'y croit pas. Mais il n'a plus le choix. Parce qu'il a mis la main dans cet engrenage qui est terrible pour lui. Il va perdre, sa boîte va perdre 7 milliards cette année. Une boîte qui perd 7 milliards, je veux dire, c'est pas une boîte. Tu vois, l'année prochaine, ils vont perdre 14 milliards. Aujourd'hui, il est en train de lever 25 milliards, juste pour boucher les trous. Il est obligé de lever. Et puis là, il a annoncé 100 milliards pour faire d'autres data centers, pour être plus gros, avec le connard de Trump qui lui dit oui, on va faire data center avec du charbon. Ouais, vas-y, mettez la planète encore plus. Je veux dire, ils sont rentrés dans une course, ils sont débiles. Après, il y a l'autre connard, Musk, qui est encore pire que les autres. Mais ils font n'importe quoi, les mecs. Ils sont partis dans une folie furieuse. Et puis il y a les autres. Ceux qui disent, bon, attends les gars, on va faire des trucs pratiques, on va faire de l'agentique, de l'IA agentique. C'est quoi l'IA agentique? C'est des petites IA super spécialisées, qui ne sont pas forcément des IA génératives, mais qui peuvent être du machine learning, qui peuvent être des systèmes experts, mais des petites IA super spécialisées dans un domaine particulier, où on va les orchestrer, exactement comme ce que j'ai de te raconter dans ma maison, où on va les orchestrer, qu'elles soient dans le cloud, qu'elles soient en local, qu'elles soient, je ne sais pas où, on s'en fout, on va les orchestrer pour qu'elles fassent des tâches complexes. Voilà, c'est ça la vraie vie. Ça, c'est intéressant. Et ces tâches complexes, c'est pas forcément avoir un apéritif, on s'en fout. Mais ça peut être des trucs super compliqués, en fait, mais que tu vas faire avec ces petits agents. Et ça sera très bien. C'est pas la peine de courir dans ce machin qui est complètement ridicule au gigantisme. Ça n'existe pas. Merci, Luc. C'était un plaisir. Je suis pas énervé, en fait. Hein. C'est comme ça. Mais on sent que c'est peut-être le côté chercheur aussi que vous avez, et toute cette histoire que vous nous avez racontée, où on se rend compte que vous, c'est plus la recherche et les passions qui vous animent, qu'au final, aller faire... Je suis passionné, bon, ça se voit. Sinon, c'est pas rigolo. Et à mon âge, j'aurais arrêté depuis longtemps. J'aurais pu prendre ma retraite 10 fois, mais je peux pas. Est-ce qu'on peut finir avec ça? C'est quoi votre recherche du moment en ce moment? C'est quoi la chose? Là, je travaille chez Renault en ce moment. D'accord? Donc chez Renault, alors chaque fois on me demande, ah oui, tu travailles chez Renault, donc tu travailles sur les voitures autonomes. Ah bah non. Je ne travaille pas sur la voiture autonome n'existera jamais. Donc je ne vais pas travailler sur un truc qui ne va pas exister. Pourquoi elle n'existera jamais la voiture autonome? Parce que c'est impossible. C'est impossible. Le parfait est impossible. La voiture autonome, quand on parle de la voiture autonome, on parle de la voiture niveau 5, c'est celle que l'autre connard, encore un là, le même Musk en fait, en 2014, il nous annonce « La voiture autonome est pour demain ». Mais les gars, attends, 2014, bon, ça fait 11 ans, on va se faire chier. Bref, évidemment, on n'a pas la voiture autonome. Alors vous êtes peut-être allé en vacances à San Francisco ou en Chine, ou vous voyez des voitures qui roulent sans chauffeur. Et vous prenez des photos, vous dites, oh, ça y est, la voiture autonome est arrivée. Ben non, les gars, la voiture autonome n'est pas arrivée. Ces voitures-là, ça s'appelle niveau 4,
D'accord ? Pas de niveau 5, donc niveau 4. Et niveau 4, c'est parce que c'est sur des géographies particulières. Il n'y a que 300 voitures, d'ailleurs, à San Francisco. Je dis c'est important que 300 voitures, parce que si Renault voulait faire des voitures autonomes, nous, on ne vend pas 300 voitures. C'est des centaines de milliers tout de suite. Il faut comprendre que ces voitures, en fait, sont téléopérées. Mais pas tout le temps. La plupart des temps, elles sont autonomes, sauf quand elles ne sont pas. Et elles ne sont pas quand ? Quand il y a un gros problème. Il y a une grosse couillasse qui arrive, d'accord ? La voiture, elle ne sait plus quoi faire. Et bien, il y a un mec qui a ces écrans-là, et puis comme ça arrive 0,01% du temps, il peut se permettre d'avoir 300 bagnoles qu'il peut contrôler. Et donc, il y en a une qui a une couille, pouf, il regarde, il prend la caméra, il prend le joystick, il la sort de la merde, et la voiture repart. C'est téléopéré. D'accord ? Tu peux pas faire ça avec des voitures de série. Et donc, c'est pour ça que la voiture autonome niveau 5 n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la voiture autonome niveau 5, il se passe des choses qui ne se passent pas. Alors, quoi, ce que je viens de dire ? C'est des stats, là, en fait. Tu vois ? Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Puis on a fini après, parce que je suis déjà très en retard. Je pense, je sais pas, je ne vois pas l'heure, donc... J'ai deux montres, mais je ne vois pas l'heure. Donc c'est magnifique, je vois mieux là-dessus. Ouais. Bref, bon, c'est pas grave. Bref, je ne sais pas ce que je disais. Oui, donc je vais vous raconter pourquoi la voiture autonome va pas marcher. Et ne marchera jamais. Tant qu'on fait de l'IA mathématique. D'accord ? Après, un jour on fait autre chose, moi j'en sais rien. Mais tant que c'est des mathématiques, c'est pas possible. Donc, deux exemples. Exemple numéro 1, c'est pour vous les Parisiens. Ça s'appelle Place de l'Étoile à 18h. Place de l'Étoile à 18h, vous collez une voiture autonome sur une des avenues, vous lui dites, tu vas de l'autre côté. Super. Qu'est-ce qu'elle va faire, la voiture ? Elle va suivre les autres voitures ? Non. Non. Non, tu la mets là, comme ça, là, et tu lui dis, traverse. Il y a les autres voitures qui sont comme ça, là. 18h, je sais pas, tu as été sur la Place de l'Étoile à 18h ? Oui, en vélo ? Non. Non, tu as raison. Donc, elle va faire quoi ? Elle va faire ça. Elle va bouger. Elle va jamais prendre l'initiative. Non, elle va jamais bouger parce qu'elle fait un truc super bien, en fait. Elle suit le code de la route. Si tu suis le code de la route sur la Place des Étoiles à 18h, tu passes pas. Il faut avoir deux features, je ne sais pas comment dire, de qualité extraordinaire pour passer à la Place de l'Étoile à 18h. Il faut une qualité de négociation avec les autres bagnoles. Ou alors, il faut une qualité de négociation. Et une fois qu'on a ça, on peut peut-être passer. Bon, tu peux lui apprendre la bagnole, c'est pour ça qu'il y a une voiture, en fait, une Tesla, qui a passé la Place de l'Étoile à 16h, c'était, mais bon, au mois d'août, bon, ok. Mais bon, c'était sur une géographie spécifique, elle a été programmée juste pour ça. Donc elle a traversé le truc. Bravo. Tu l'amènes à Milan, terminado. Bref, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais vous donner la vraie raison. La vraie raison, ça a été donné par le CEO de Waymo. Waymo, c'est les voitures donc, autonomes, niveau 4 de San Francisco, Houston, Phoenix et Los Angeles. Et donc, le PDG de Waymo, en 2018, a dit, il y en a plein le cul là d'entendre ce que racontent d'autres connards. Donc, pareil, même Musk. Je vais prouver qu'on peut aller au niveau 4, tous ensemble. Et pour ça, je vais vous donner les données. Je vais vous donner les données que j'ai récupérées. J'ai 10 millions de miles de vidéos, de sensors, de machins et tout ça, que je vais donner à la communauté pour qu'on puisse aller plus vite vers le niveau 4. On était au niveau 2 à l'époque. Et donc, évidemment, les gens comme moi qui travaillent sur des trucs comme ça, on était voir, parce qu'on avait accès à ça. Et là, j'ai trouvé... c'est long de regarder 10 millions de miles, hein. Ça fait un peu long, même un accéléré x2, c'est long. Mais j'ai pas eu le besoin. Au bout de 20 minutes, j'ai trouvé ma première pépite. J'ai trouvé plein depuis, mais ma première pépite, c'est quoi ? C'est un machin qui montre que j'ai raison. C'est important. Et donc, ma première pépite, elle est assez simple. On voit une voiture qui roule dans les rues de Mountain View. Il ne se passe rien, c'est chiant comme la mort, Mountain View. Hein. Dans la voiture roule comme ça. Et d'un coup, elle s'arrête. Elle attend 2-3 secondes. Elle fait 2-3 mètres. Elle s'arrête. Elle attend 2-3 secondes. Elle
fait 2-3 mètres, s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres, s'arrête. Elle fait ça 6 fois. Au bout de 6 fois, il y a la caméra qui est au-dessus du pare-brise, comme ça, là, où on voit le volant, on voit les mains du safety driver, il y a un gars qui est dedans, qui prend donc le volant et qui s'en va. Parce que les mecs derrière commencent à être énervés, quoi. Le connard devant, il s'arrête tous les 3 mètres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens. Jusqu'à ce qu'on regarde la vidéo un peu mieux. Et on voit 2 mecs qui marchent sur le trottoir dans la même direction de la bagnole. Bon, 2 mecs qui marchent sur le trottoir, pas grave. Sauf que celui qui est le plus près de la chaussée, qui marche donc dans la direction de la voiture, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous, humains, vous voyez un connard sur le bord de la route qui marche avec un panneau stop. Vous arrêtez pas. Si toutefois ça vous passe dans l'esprit de vous arrêter, vous passez me voir juste après là. Parce qu'il faut que je vous analyse. D'accord? Donc, la voiture super intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête. Eh bien, elle voit un panneau stop. Et puis, elle voit un panneau stop. Et puis, elle voit un panneau stop. Ce cas-là, il n'existe pas. On n'a jamais vu un connard sur le bord de la route avec un panneau stop. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. Sauf que ça existe. Et vous savez, certainement, vous avez fait un peu de mathématiques, j'espère. Quand il y a un cas qui n'existe pas, qui existe, il y en a combien qui existent? Oh putain, vous avez fait en CP ou quoi là? Oh. Comment? Ouais, j'aime bien beaucoup, oui, ça s'appelle l'infini en fait. Donc l'infini, effectivement, c'est beaucoup. D'accord? Donc il y en a une infinité. Parce que c'est comme ça. Tu ne peux pas savoir ce qui n'existe pas. Parce que ça n'existe pas. Et ça va arriver. Voilà. Donc c'est compliqué. Et donc comme c'est compliqué, ce n'est pas possible. Bon, ça c'est réglé. Bonne soirée. Merci beaucoup.